L'estuaire de la Loire que nous connaissons aujourd'hui ne ressemble en rien à ce qu'il était dans la période antique. À cette époque, l'estuaire est un immense golfe marécageux parsemé d'îles. Il va se colmater petit à petit avec l'accumulation des sédiments. À partir du Moyen Âge et jusqu'à aujourd'hui, l'homme intervient pour aménager ses rives ou le rendre plus navigable. L'estuaire est ainsi devenu un fleuve étroit, coulant dans un seul et unique chenal, au courant puissant et rapide. Les îles ont disparu. Nous allons traverser l'histoire de ces transformations humaines qui ont dessiné l'estuaire actuel, un territoire où des espaces industriels, portuaires et agricoles côtoient de vastes zones humides à l'exceptionnelle biodiversité. Ce sont les communautés religieuses qui, les premières, vont rendre cultivables les marais estuariens délaissés par les seigneurs. Les moines dessécheurs construisent un réseau de canaux et de douves. Avec un système de vannes et d'écluses, ils contrôlent le flux des eaux poussées par les marées. Grâce à cette circulation en double sens, les sols sont asséchés en hiver et irrigués en été. L'assèchement des marais est ensuite soutenu par l'État, comme œuvre d'intérêt général et de salubrité publique. Notables et négociants s'associent au sein de compagnies et entreprennent de grands travaux dans les zones plus intérieures pour tirer profit de ces nouvelles terres. Jean-Joseph Louis Gralin, architecte, urbaniste et économiste, qui a donné son nom à un quartier de Nantes, investit ainsi une partie de sa fortune dans le dessèchement des marais de Lavaux. Au XIXe siècle, ces prés de Loire, véritables greniers à foin, font la réputation de l'estuaire en France et même à l'étranger. On raconte que le beurre produit dans les prairies de Saint-Étienne-de-Montluc faisait la joie des tsars. Ces aménagements agricoles ont donné aux marais la forme et le fonctionnement hydraulique que nous leur connaissons aujourd'hui. Périlleuse et dangereuse. C'est la réputation de la Loire dans sa partie estuarienne. Pendant longtemps, les bateaux doivent en effet naviguer entre de nombreux bancs de sable et îles, dont la forme et l'emplacement changent au gré des marées, du courant et du vent. Ces obstacles de sédiments et de vases encombrent le fleuve et rendent la navigation difficile et aléatoire. De nombreux bateaux font naufrage. Et pourtant, au XVIIe siècle, le commerce maritime et le port de Nantes sont en plein essor. Il faut trouver des solutions. La première va être de créer des avant-ports. Les gros navires s'y arrêtent, leurs marchandises sont transférées sur de petites embarcations qui, avec leur fond plat, remontent plus facilement jusqu'à Nantes. On décide ensuite de resserrer les eaux du fleuve dans une zone de navigation plus étroite, bordée de digues et de roches. L'idée est qu'en augmentant la force du courant dans un seul chenal, les sédiments s'évacueront plus facilement. C'est un échec. Le courant fluvial ne suffit pas et la partie intermédiaire de l'estuaire reste complètement ensablée. En 1879, dans une forme d'urgence, les édiles nantais décident le creusement du canal maritime dit de la Martinière. Le chantier monumental occupe plus de 1000 ouvriers pendant 10 ans. Dès son ouverture, c'est un succès. Près de la moitié de l'activité maritime du port de Nantes passe par le canal. Succès de courte durée. La taille des navires ne cessant d'augmenter, 20 ans à peine après son ouverture, le canal n'est plus adapté. Il est fermé à la navigation. De grands travaux sont alors entrepris tout au long du XXe siècle. Le principe, cette fois, est d'utiliser la force de l'océan et de la marée pour porter les navires jusqu'à Nantes. Il faut pour cela un seul chenal, profond et sans obstacle. Le fond du fleuve est donc creusé, les bancs et les îles supprimés ou rattachés aux rives. Beaucoup de communes, anciennement sur Loire, les petits ports, se retrouvent ainsi à l'intérieur des terres. C'est ainsi que va se dessiner l'estuaire
que nous connaissons aujourd'hui. À partir du XVIIIe siècle, l'industrie remplace peu à peu le négoce maritime. Elle s'installe d'abord autour de Nantes. Puis, de grandes industries s'implantent près de l'embouchure, plus accessibles aux grands navires. Ce développement industriel et portuaire est tel que l'on imagine à la fin des années 60 ne faire qu'un seul quai de Saint-Nazaire à Nantes. Mais la prise de conscience environnementale des années 70 va mettre un frein à cette évolution. On découvre en effet que l'estuaire, en particulier dans ces zones humides, recèle une biodiversité remarquable qu'il faut sauvegarder. Des zones protégées sont ainsi créées pour préserver cet exceptionnel système écologique. Ces 3 siècles de transformation ne sont pas sans effet pour le fleuve et les marais estuariens. La marée remonte maintenant jusqu'à Ancenis. La limite du sel, localisée à Cordemais il y a 150 ans, progresse au-delà de Nantes. Le bouchon vaseux, qui se développe naturellement au contact du sel, grandit et s'amplifie. L'excès de sel et de vase dans l'eau menace certaines espèces et perturbe les prélèvements d'eau pour la consommation, l'agriculture ou l'industrie. De nombreux acteurs du territoire sont au chevet de l'estuaire. L'enjeu est de taille. Il s'agit de réinventer un nouvel estuaire, dont les fonctions environnementales, économiques et sociales puissent cohabiter en harmonie et pour longtemps.